Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le groupe Ecobank appuie le gouvernement pour la construction d'un centre d'hémodialyse au CHU Kara à hauteur de 300 millions de francs CFA. Ce sera un soulagement pour les insuffisants rénaux de la région septentrionale. Une ville sans déchets, la question est d'actualité aujourd'hui 30 mars, journée internationale zéro déchet. C'est la première fois qu'elle est célébrée dans ce journal. Nous aurons différents avis. Un plan stratégique des actions de l'association des médiateurs de l'UEMOA, le document adopté hier à Lomé à l'issue des travaux de l'Assemblée générale de l'association. Et puis sport, le Comité national olympique du Togo, CNO Togo, organisera les premiers Jeux de la zone 3 Togo 2023. Ces Jeux, dont le volleyball, le basketball et le handball, sont résolument tournés vers les femmes. radiolomé.tg. Activité à la primature pour commencer. Madame le Premier ministre a reçu hier mercredi en audience une délégation de l'Association des médiateurs de l'espace UEMOA conduite par le médiateur de la République togolaise, Awanana Dabuya. En séance de travail à Lomé, ils sont allés exprimer leur gratitude au président de la République à travers la chef du gouvernement pour l'hospitalité et l'accueil qui leur ont été réservés. Ils ont aussi profité pour donner un compte-rendu de leurs travaux. Demba Kandji, médiateur de la République du Sénégal et trésorier de l'association au terme de l'audience. Nous avons voulu, à travers Madame le Premier ministre, remercier d'abord le président de la République du Togo pour l'hospitalité qu'il nous offre, faciliter les accommodations de toutes sortes qui ont permis la bonne tenue de nos travaux. Nous avons voulu saluer surtout le leadership du président de la République du Togo qui s'engage résolument dans la résolution des crises qui agitent la sous-région. Nous avons trouvé à travers le Premier ministre l'écoute qu'il fallait. Nous lui avons demandé d'être notre interprète auprès du président de la République. Justement, les travaux de l'Assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont pris fin hier à Lomé. En marge de la conférence thématique sur les menaces sécuritaires, la rencontre a adopté un plan stratégique relatif aux actions de l'association pour une période de 5 ans. Geneviève Pognon. Durant 3 jours, la rencontre de l'AMP UEMOA a permis d'échanger et de mener des réflexions aboutissant à l'adoption d'un plan stratégique relatif aux actions pour la période 2023-2027. Ce plan permettra de renforcer l'intégration de l'espace régional à travers un soutien aux actions de la commission de l'UEMOA. Fatima Tassanou Touré, secrétaire générale de l'AMP UEMOA. Incessamment, nous allons donc rédiger un plan d'action triennale glissant pour permettre à la présidente en exercice de dérouler également son action pour la réussite de son mandat. Et ce plan stratégique a été fait de façon participative. Et également, nous avons impliqué les anciens médiateurs qui ont eu une connaissance de l'organisation, qui nous ont aidés à faire le diagnostic. Le diagnostic donc de notre institution. L'institution existe depuis des années. Il n'est pas un secret pour savoir que nos institutions de médiation ne sont pas bien connues. Ce plan stratégique, en quelque sorte, va apporter une certaine réponse. Comment nous rendre plus visibles? Comment être plus performants au service des citoyens de notre espace communautaire? La présidente de l'AMP UEMOA, Awanana Dabuya, a réaffirmé l'engagement et la volonté de son institution pour la cause communautaire et le bien-être des populations. L'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA vient une fois encore d'apporter la preuve, s'il n'était besoin, de son engagement et de sa volonté pour la cause communautaire et le bien-être de nos populations. Cette rencontre de 3 jours, bien nécessaire, nous engage à apporter des réponses aux défis auxquels est confronté notre espace communautaire depuis quelques années. Au demeurant, l'acte que nous venons de poser s'inscrit dans le champ du vaste chantier d'intégration entamé par l'UEMOA
en l'occurrence sur l'épineuse question liée à la bonne gouvernance dans nos États respectifs. Je le disais en titre, le groupe Ecobank, avec l'appui du PNUD, fait un don de 300 millions de francs CFA pour la construction d'un centre d'hémodialyse au CHU de Kara pour traiter les maladies rénales. Le protocole d'accord a été signé hier mercredi à Lomé, à Lisbeth Barandao. Nous, au ministère de la Santé, nous sommes très heureux de voir qu'avec ce deuxième centre qui sera ouvert à Kara, ça va beaucoup soulager nos populations. Ce fut une grande joie manifestée au ministère de la Santé car, je le disais donc, ce fut une grande joie manifestée au ministère de la Santé car ce joie vient soulager les peines des populations du Septentrion. Le paraphe, la signature et l'échange des documents ont eu lieu entre le directeur général de Ecobank, Jérémy Aouri, la représentante par intérim du PNUD au Togo, Zenabou Diaoba, et le ministre de la Santé, Moustapha Mijiawa. Jérémy Aouri du groupe Ecobank explique le fondement d'un tel geste. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un centre d'hémodialyse dans le nord du pays. Du coup, on a pensé que c'est un projet qui va pouvoir bénéficier les milliers de personnes qui sont au nord du pays et aussi aux alentours, parce que c'est un projet qui bénéficie également l'Afrique de l'Ouest. La fondation Ecobank identifie les projets dans les 33 pays dans lesquels nous sommes implémentés. Et aujourd'hui, on a identifié un besoin au Togo. Et on a donc adressé ce besoin en partenariat avec notre partenaire du PNUD. La représentante par intérim du PNUD, Zenabou Diaoba, a salué cette opportunité qui participe au bien-être et au développement des populations. Le PNUD se félicite de ce partenariat et conformément à ses procédures, ses règles, pourra poursuivre la réalisation donc de cette construction aux côtés du ministère de la Santé et nous pourrons, avec ces procédures et dans les règles de l'art, construire selon les besoins qui ont été définis ce centre et pouvoir accompagner aussi la formation des personnels médicaux afin que ce joyau puisse être opérationnel dès la réception. Le ministre de la Santé a accueilli avec gaieté cette enveloppe. Il a indiqué que ce projet entre dans la droite ligne des actions prioritaires du gouvernement. Professeur Moustapha Mijiawa. Le projet dont il est question, c'est-à-dire l'ouverture d'un service d'hémodialyse au CHU Kara, vient à point nommé parce que ça répond totalement aux soucis du gouvernement. C'est en phase avec notre plan national de développement sanitaire et c'est totalement en phase avec la feuille de route gouvernementale. Donc nous ne pouvons que dire un très grand merci à nos partenaires. Et on sait d'ailleurs que depuis un temps certain, Ecobank se penche beaucoup sur la lutte contre les maladies non transmissibles, que ce soit l'obésité, que ce soit l'hypertension, le diabète. Et c'est ce qui fait que nous avons eu des actions qui ont été soutenues par Ecobank, même notamment les activités sportives arrimées aux activités de sensibilisation de la population. Parce que c'est bon de traiter les maladies, mais c'est mieux de les prévenir. Parlons environnement à présent, puisqu'il faut un environnement sain pour la santé humaine. C'est pour la première fois dans le monde la journée internationale du zéro déchet, célébrée ce 30 mars. L'initiative menée en duo par le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNU et ONU Habitat a pour but de sensibiliser la population mondiale sur l'importance des pratiques de consommation, de production responsable et de la gestion des déchets urbains, parmi lesquels les sachets plastiques. Où sont jetés les déchets après leur utilisation par les consommateurs, suivant ce micro-trottoir réalisé par Florent Abi et Hervé Seguano. D'habitude, quand je mange comme ça, mes sachets, choses là, je mets ça dans mon sac. Parce que jeter par terre et autres, là, je n'arrive pas à le faire. C'est une habitude pour moi, en fait. Je n'ai pas l'habitude d'acheter dans les plastiques. Je m'en vais sur place, je mange, je quitte. Depuis qu'il y a les poubelles, partout là. Après avoir fini de manger, je dépose les sachets dans les poubelles. Si je ne trouve pas de poubelle, je le mets dans mon sac. Arrivé à la maison, je jette ça dans notre poubelle. Moi, auparavant, quand j'étais au CEG, moi aussi je jette comme ça. Mais par rapport à l'environnement, si je mange maintenant, mes ordures et autres là, c'est dans la poubelle. Même nous-mêmes là, ça ne nous plaît pas. Du coup, je ne peux pas payer un piawata et que je me retourne, je ne vois pas une boîte à saleté. Donc, s'il vous plaît,
le gouvernement, planquez-nous les boîtes à ordures partout. Face aux ordures qui nous envahissent chaque jour un peu plus, des villes adoptent la philosophie zéro déchet. Peut-on arriver à la ville sans déchets dans le contexte togolais? C'est la question que Juliette Kamdé a posée aux étudiants de l'université de Lomé. Oui, on peut arriver en sensibilisant la population. On doit mettre les poubelles partout. Nos déchets, c'est toujours les déchets plastiques. C'est ça qui abonde partout. Lomé sans déchets est envisageable. Nous remontons l'histoire, on parlait de Lomé la Belle. Ce n'était pas un nom donné au hasard. C'était dû à la propriété de la ville. Les déchets que chacun produisait étaient gérés de manière à respecter l'environnement. On n'avait pas de dépotoirs sauvages. Et chacun veillait en tout cas sur la propriété de son milieu de vie. Mais aujourd'hui, on constate qu'avec l'augmentation de la population et puis l'arrivée des sachets plastiques surtout, Lomé a changé avec vraiment une vue pas plaisante. Mais je pense que Lomé sans déchets, c'est possible. C'est possible si chaque citoyen prend sur la responsabilité d'abord de limiter la pollution. Et aussi, il faut que les pouvoirs publics aussi aident la population en mettant en place des poubelles. Déjà, si des villes africaines comme Kigali et plus généralement les villes rwandaises le font, ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Ça passe par notre éducation. C'est-à-dire, on doit prendre conscience que les déchets, on se doit de bien les gérer et d'essayer au maximum aussi de réduire leur production en fait. Bien sûr, on peut arriver, ça commence par la maison d'abord. Depuis nos enfants, depuis la maison. Si on y prend et qu'on les éduque d'une manière, qu'on les sensibilise à tout moment, je pense qu'on peut vraiment vivre sans déchets. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station du plaisir. Les populations de la commune Golfe 4 bénéficient d'une opération de délivrance des jugements supplétifs gratuits servant d'acte de naissance. L'audience foraine consacrée à l'établissement de ces pièces d'identité a démarré ce matin à Amoutiévé dans la dite commune. Reportage Raoul Tetouniaki. C'est bon. Hello, Jennifer. C'est par ce contrôle de présence que les opérations d'enrôlement pour l'établissement des jugements supplétifs ont démarré. Une fois cette étape terminée, le bénéficiaire peut rentrer chez lui, attendant que le jugement supplétif soit prêt. Cette opération va permettre d'établir plus de 1000 jugements supplétifs qui vont aboutir à l'établissement d'actes de naissance. Ceux dont les parents ont la nationalité bénéficieront eux aussi de 1000 certificats de nationalité. Oudé Todji Kodjo, président de la commission des affaires sociales à la commune Golfe 4. La mairie du Golfe 4 s'est rendu compte que la plupart des populations n'ont pas de pièces d'identité. Et pour avoir les pièces d'identité, il faut partir par la base qui est l'acte de naissance. Alors nous avons monté ce projet que nous avons dénommé réduction de l'exclusion sociale. Alors le processus consiste à leur établir le jugement supplétif, à les transcrire en acte de naissance. Après avoir traversé toutes ces étapes d'enrôlement, quelques bénéficiaires expriment leur soulagement. Avant, je n'avais pas de naissance. Mais aujourd'hui, je viens d'avoir mon jugement supplétif. Je remercie les maires et le gouvernement. Je suis venue ce matin pour faire le jugement supplétif à mon enfant parce que j'avais remis l'attestation à son papa. Il n'a pas pu faire ça, il a perdu ça. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je remercie monsieur le maire pour ce qu'il fait pour la population. Ces audiences foraines qui ont démarré ce jeudi prennent fin ce vendredi. Allons à présent à la connaissance d'une revendeuse de fruits. Elle s'appelle Rose Tavina. Son bravoure a retenu l'attention de Radio Lomé, Nabara Nafara Noudar. Visage ovale, cheveux longs défrisés, yeux noirs brillants, 1,55 m, 42 ans et mère de 6 enfants, Rose Tavina est revendeuse de fruits au carrefour de Rabanka Lomé. Teint bronzé, regard vif avec un sourire radieux, Madame Tavina est de nature gaie et très accueillante. C'est une femme battante, courageuse, qui traque par tous les moyens les clients.
Pourquoi a-t-elle choisi de vendre les fruits? Elle nous donne ses raisons. Une femme doit faire l'effort d'initier quelque chose. Lorsqu'elle ne fait rien, ce n'est pas bon. Par ses activités, elle se rehausse. C'est la raison pour laquelle j'ai initié ce commerce de fruits. Les fruits améliorent la digestion. Les fruits ont des vitamines. Par exemple, le jus de l'ananas, de l'orange pressé, ajouté au lait, fortifie le corps et procure du sang. Rose Tavinon vend toute la journée dans d'autres lieux. La nuit, elle se retrouve au carrefour d'Orabank parfois avec certains de ses enfants couchés à même le sol, exposés aux intempéries. Voici 10 ans qu'elle exerce ce commerce qui l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. Je remercie Dieu pour son aide chaque jour, car j'arrive à vendre pour nourrir mes enfants au quotidien. Ce commerce est dandinant. Tantôt on gagne, tantôt on perd. Mais que faire? C'est ça le commerce. Comme il n'y a pas d'autres issues, nous maintenons le courage pour continuer. Dame Rose illustre bien l'exemple typique de la femme togolaise reconnue combative. Elle donne des conseils pratiques à ses consoeurs. Ce que moi je vais conseiller aux autres femmes, c'est qu'il faut toujours initier une activité économique pour participer aux charges de la famille. Ne pas laisser toutes les charges aux hommes. Lorsque le mari paie une partie, la femme aussi devra contribuer. Quand tu arrives à participer à la gestion des besoins du foyer, tu te valorises. Ainsi, l'homme pourra économiser pour acheter un lopin de terre. Sinon, vous serez toujours condamné à vivre en location. C'est pourquoi je supplie mes consoeurs d'exercer des activités génératrices de revenus afin de subvenir aux besoins des enfants. Ne pas attendre toujours papa. Le travail est toujours payant, évitons alors la paresse. Un magazine agricole, les regards sont tournés cette semaine vers le golfe de Guinée où se pratique la pêche illicite. Cette zone riche en poissons est convoitée par les pirates. La pêche illégale non déclarée et non réglementaire y est donc très pratiquée. Mais le Togo, avec ses partenaires, sont à pied d'œuvre pour aller contre ce phénomène. Odette Pira. Le golfe de Guinée est particulièrement la cible des pirates. Eric Mostert espère un renforcement des capacités pour la lutte contre la pêche illégale. Je sais que le golfe de Guinée est un lieu qui est très pratiqué par la pêche illégale, parce que c'est une zone qui est très poissonneuse, puis une zone qui n'a pas la chance de bénéficier de structures très efficaces et très coordonnées entre elles pour lutter justement contre la pêche illégale. La force de la pêche illégale, c'est de jouer sur le fait que les États sont mal coordonnés entre eux. Alors, autant les pêcheurs, eux, ne reconnaissent pas les frontières et pratiquent leurs actes illégaux d'une zone à l'autre en toute impunité parce que justement les États du golfe de Guinée ont encore du mal à se coordonner, même si depuis quelques années on a bien vu d'énormes initiatives qui commencent à porter leurs fruits. Donc ça commence à fonctionner. À en croire le directeur des pêches et de l'aquaculture d'Obtani Ali, le Togo dispose pour l'heure de quoi faire face. L'État togolais s'est déjà organisé pour cela avec le Haut Conseil pour la mer, la préfecture maritime, qui coordonne l'ensemble des activités opérationnelles sur la mer pour la lutte contre la pêche INN avec la Marine nationale et d'autres acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer. Nous avons la Marine nationale qui nous aide dans ce domaine avec la gendarmerie maritime. Nous avons des vedettes et pour les sorties en mer, et il y a des patrouilles mixtes qui s'organisent sous la coordination de la préfecture maritime pour identifier, pour tant soit peu, dans le cadre de suivi contre-surveillance, voir s'il y a des bateaux délinquants qui écument nos eaux togolaises. À jeudi prochain. Sport, les premiers Jeux de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA se déroulent au Togo, à Lomé au Togo donc, du 3 au 9 septembre prochain. Une compétition de lutte codifiée, de handball et du basketball pour donner du rythme aux athlètes. Pendant ce temps, le championnat national de football de 2e division se poursuit.
La D1 Lonato, elle reprend ce week-end. Solim Lemo pour les précisions. Effectivement, la D1 Lonato reprend ses droits ce week-end avec un match en avancée ce vendredi au municipal de Kara où Sarah Football Club accueille Dito Football Club. Les autres rencontres sont au programme samedi à partir de 15h. Toujours au municipal de Kara, ASCK joue AS Togoport. À ce côté, Semassi offre son hospitalité à Espoir de Zio. Au municipal d'Atakpame, Tambo FC sera face à Gomido. AS Boulessou, AS Bina. La rencontre se déroulera au municipal de Kota à Aneho. Au stade de la JCA à Lomé, Ange Football Club se mesure à Unisport Football Club. Puis au municipal de Lomé, AS OTR aura pour adversaire Kakadel Football Club. La rencontre Entente 2 ASCO est reportée en raison des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Football toujours, la D2 se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres à partir de 15h. Au municipal de Kara, Doumbé joue Maranata, puis à Sokode, CDF Aknour aura pour adversaire Étoile Filante de Lomé. Cette 17e journée prendra fin vendredi au municipal de Sokode. Koroki Metete sera face à Agoua. Autre discipline sportive, le volleyball féminin est retenu pour les premiers Jeux de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. La compétition va du 3 au 9 septembre 2023 à Lomé, au Togo. Elle est réservée aux seniors dames des 8 pays de la zone 3, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Libéria et le Togo. Selon Akbaki Deladem, président du comité national olympique CNO Togo, il a été instauré des compétitions pour donner beaucoup plus de punch aux athlètes. L'ACNOA a retenu 3 disciplines majeures en dames. Il s'agit du volleyball, du handball et du basketball 3 contre 3. Ces disciplines seront complétées par la boxe hommes et dames, le breakdance, le tir à l'arc et la lutte codifiée qui seront en exhibition. Plus de 600 athlètes prendront part à cette compétition. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg